Bonsoir. Ah, bonsoir. 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 Bonsoir دكتور. عم تسمعوا منيح؟ كل شيء تمام الصوت؟ ايه مسموح. اوكي. آه يلا en attendant ما الكل يجي رح بلش. شايفين عملت شير معكم على شو شايفين قدامكم؟ مبين شابتر اوكي كثير منيح. رح بلش شوي. هودي ريفيزيون pour résumer ce qu'on a fait la dernière fois. Et je vais mettre l'accent sur ce qui est intéressant. Donc, la définition de sciences économiques, je ne reviens pas sur la définition parce que je pense que la définition est claire et c'est pas difficile à comprendre. On a compris qu'il y a plusieurs définitions selon les auteurs, mais l'essentiel, c'est l'économie est une science de la richesse. Euh, L'économie est une science de l'échange marchand. Et l'économie est une science de choix efficace. Les trois aspects de la définition. Bien sûr, vous trouvez plusieurs définitions à l'intérieur de chaque composante. Donc ça, c'est pour la culture générale, pour au moins comprendre qu'est-ce que l'économie et comment on définit ce concept qui est très large, parce qu'au sein de l'économie, il y a plusieurs branches. Il y a la branche macroéconomique, il y a la branche microéconomique. Actuellement, l'objet de notre intervention, de notre cours, c'est la microéconomie. Donc, il y a aussi l'approche macroéconomique. Donc, la définition peut être posée ou formulée autrement, de manière différente d'un auteur à l'autre. Mais si je prends le premier aspect, l'économie est une science de la richesse. C'est-à-dire, l'économie est un domaine dont le but est d'étudier la richesse d'un pays, par exemple. Alors, lorsqu'on cherche à étudier la richesse dans le cadre d'un pays, on pose plusieurs questions. Comment est-elle produite? Donc, on doit répondre à cette question. Comment elle évolue et comment elle est répartie entre les agents économiques, ménages, entreprises, banques, ainsi de suite, tous les agents économiques. Donc, voilà comment c'est une approche, des approches pour aborder la science économique, en particulier lorsqu'on parle que l'économie est une science de la richesse. Donc, comment elle est produite, comment elle évolue et comment elle est répartie. Donc, l'économie est une science de l'échange marchand. Je dis l'échange marchand, donc c'est l'échange sur le marché. Il y a l'offreur et le demandeur et le point de rencontre, c'est le prix, en fait. C'est l'équilibre. On verra par la suite comment se définit cet équilibre, quelles sont les caractéristiques de cet équilibre. Donc, on va voir deux aspects, le prix et la quantité d'équilibre. L'économie est une science de choix efficace. Donc, vous êtes des agents économiques comme moi, nous sommes des ménages, nous sommes des consommateurs, on fait des choix lorsqu'on achète chez les commerçants. Donc, tous les agents économiques font des choix
et les choix doivent être efficaces et les choix doivent respecter les contraintes. On verra en détail aujourd'hui lorsqu'on va détailler le consommateur. Alors, l'économie est une science de l'échange marchand. C'est au travers l'échange que la valeur d'un bien ou d'un service se manifeste. Ce faisant, l'économie est une discipline qui fondamentalement s'intéresse à l'échange marchand. Ça, c'est, on va dire, de manière un peu plus simple, plus précise, l'aspect de cette définition. L'économie est une science des choix efficaces. Et là, ici, c'est comment on explique cette idée. L'économie étudie les manières dont les individus et les sociétés mobilisent de façon optimale leurs ressources. Donc, c'est la combinaison des facteurs. Pour l'entreprise, on parle de la combinaison des facteurs de production. Yani, les facteurs de production, on a le capital au travail. On verra par la suite que ce sont les facteurs de travail. Donc, ces facteurs sont des ressources pour l'entreprise qui lui permettent de produire, bien sûr. Donc, ici, on s'intéresse au processus d'optimisation, c'est-à-dire on cherche la meilleure combinaison possible des facteurs. يعني بس تكون شركة بدها تنتج شيء بتقول بدي جيب 3 ماشين واثنين ouvriers par exemple, deux salariés en tant que ressources humaines par exemple. Je combine les deux et hop, je produis. Donc, je dois, en tant qu'entreprise, pour maximiser mon profit, je dois chercher une meilleure combinaison des facteurs de production pour atteindre un objectif défini qui est le maximum de profit. On verra dans le chapitre producteur en détail sur cet aspect. Alors, un autre point qui est essentiel, peut-être la dernière fois, je n'ai pas évoqué, c'est la distinction entre l'économie positive et l'économie normative. C'est très important et il y aura des QCM. On va faire la première séance en travaux dirigés. On va présenter des QCM. Donc, une séance va porter des QCM sur la différence entre économie positive et économie normative et sur l'introduction, bien sûr. Alors, c'est quoi la différence? Donc ici, on essaye de comprendre la manière avec laquelle l'économiste pratique son raisonnement ou son analyse. Les économistes distinguent deux manières de pratiquer leur discipline, d'un point de vue positif ou d'un point de vue normatif. L'économie positive, là je parle de la définition, a pour objet de fournir des explications objectives et scientifiques au fonctionnement de l'économie. Yani quand on a c'est la démarche de l'économie ou l'analyse, analyse relève de l'économie positive. Ici, le chercheur ou l'analyste cherche à expliquer le phénomène tel qu'il est, cherche à expliquer de manière objective, بطريقة موضوعية, le problème ou la question qui se pose. Non seulement de manière objective, mais aussi de manière scientifique. Lorsque vous constatez que l'économiste décrit de manière scientifique, ça veut dire adopte une approche, une méthodologie scientifique et explique de manière objective, vous devez dire, voilà, c'est l'approche de l'économie objective. Par contre, alors là, l'économie normative vient de normes, vise à produire des prescriptions fondées sur des jugements de valeur. يعني بس تعملوا recommandation بآخر un travail de recherche, vous faites des recommandations, vous dites il faut ça et ça et ça, ou doit être comme ça. يعني هيدي idéal حسب النورم يعني. OK? Est-ce que vous avez des questions? Non, merci. OK. Alors, Non, merci. ici, il y a une explication un peu détaillée, mais bon, je prends les deux exemples. Sur la base d'études économétriques,
il semble qu'une augmentation, voilà, je suis en train d'admettre les étudiants. Alors, il semble qu'une augmentation de la TVA de 1%, bien sûr, aura un point, pardon, aura pour effet de réduire la consommation de 0,2%. Ça, ça relève de l'économie positive parce que c'est une étude. Donc, l'étude se base sur une méthode scientifique, sur une approche scientifique. Par contre, lorsque vous dites l'État doit augmenter les impôts des plus riches afin de réduire les inégalités, eh bien, cette expression ou cette phrase relève de l'économie normative. Voilà la différence entre les deux. Lorsque vous dites doit, c'est comme vous donnez un conseil, vous donnez une recommandation ou vous mettez en évidence, on va dire, les normes ou la norme selon les idées, selon le sens. Là, vous dites ça relève de l'économie normative. Donc, on fera des exercices et là, vous comprenez un peu plus sur la différence entre les deux. C'est clair, l'économie positive, l'économie normative? Alors, la différence entre macroéconomie et Oui, microéconomie, on a déjà parlé. La microéconomie, on a dit, analyse le comportement des agents économiques individuellement, agent par agent. Par contre, la macroéconomique s'intéresse à l'analyse globale de l'économie lorsqu'on parle des problèmes macroéconomiques comme l'inflation, le prix, l'inflation, la dette publique, le budget de l'État, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est de la macroéconomie. Ça, on en fait la dernière fois. Maintenant, ici, vous avez un résumé des deux. Et puis voilà, comme ça, on termine ce rappel qu'on a fait la dernière fois. Est-ce que vous avez des questions avant de commencer le chapitre consommateur? Allez, les non, amis. c'est clair. Non, ça va? Non, c'est clair. Est-ce que, est-ce que vous voyez, j'ai partagé une figure. Vous voyez la figure? Oui, oui. OK. Donc, l'objectif du chapitre consommateur, comme je vous ai dit dans l'introduction, la macroéconomie analyse le comportement d'un agent par agent, mais ici, on isole les ménages qui ont une fonction de consommation. Donc, on va analyser le comportement de consommation d'un ménage. Voilà, ça c'est. Alors, analyser le comportement, on va voir euh, on est obligé de passer par plusieurs étapes. Donc, en fait, on va dire quelles sont les préférences, comment on définit les préférences du consommateur. L'objectif du consommateur, c'est de faire un choix optimal. Et lorsque vous dites choix optimal, c'est qui maximise sa satisfaction ou son utilité, tout en respectant ses contraintes budgétaires. Donc, la contrainte budgétaire, on va développer tout à l'heure, elle s'explique par le revenu et le prix. Donc, on a les préférences sont à savoir, on a le niveau de revenu du consommateur et le niveau du prix aussi sont à savoir, et il y a l'aspect achat des biens, la décision d'achat. Donc, l'objectif, c'est faire un choix optimal. Lorsqu'on dit choix optimal, c'est-à-dire qui maximise l'utilité ou la satisfaction sous contrainte budgétaire, on va voir ça tout à l'heure. Voilà l'objectif du consommateur. On va voir les préférences, comment on définit la satisfaction et l'utilité, comment évolue l'utilité selon la quantité de consommation. Par exemple, vous allez au cinéma, pas samedi soir, hein, pas aujourd'hui, un autre soir, un autre samedi ou vendredi soir au cinéma. Et ben vous rentrez, vous prenez avec vous, ben, je ne sais pas, un jus d'orange, vous prenez ou une bière, allez, vous prenez la première bouteille, allez, c'est bien, vous prenez la deuxième. La première bouteille, vous êtes content.
La deuxième, vous êtes encore content. La troisième, ça dépend des gens, mais on arrive à un moment où la satisfaction va chuter. C'est l'inverse. Donc, on verra tout à l'heure tout ça quand je vais expliquer le consommateur. Euh, euh, je vais expliquer le raisonnement selon l'évolution du chapitre. En fait, c'est mieux. Donc, le premier chapitre, en fait, le chapitre du cours, le premier chapitre du cours, c'est le choix du consommateur. Alors, quels sont les points qui seront expliqués dans ce chapitre? On a le postulat de rationalité, rationalité de l'agent économique. Qu'est-ce qu'un agent économique? Je parle de consommateur rationnel. On verra tout à l'heure c'est quoi l'agent économique qui est rationnel. Quelle est la signification du postulat de rationalité? Deuxième point, comment je définis l'utilité des biens et des services, c'est-à-dire l'utilité qui résulte de la consommation des biens et des services. Troisième point, comment je présente les courbes d'indifférence graphiquement, c'est quoi, comment je définis les courbes d'indifférence. Tout à l'heure, on verra comment on trace la courbe d'indifférence, quelle est la signification économique de la courbe ou des courbes d'indifférence et des domaines de choix possibles. En fait, ça, c'est une représentation géographique euh, euh, de la zone de consommation du consommateur. On va présenter deux axes, un axe des abscisses, un plan en fait à deux axes, et on va tracer une courbe, on va voir où le consommateur, jusqu'à quel niveau le consommateur peut choisir un certain bien, quelles sont les quantités d'un bien donné que le consommateur peut acheter. On verra ça sur le plan. Quatrième point, comment je définis l'optimum du consommateur ou le choix optimal? C'est la maximisation de l'utilité sous contrainte budgétaire. Et sur ce point, il y a un calcul mathématique, c'est le programme de maximisation. On verra tout à l'heure le principe de Lagrange. C'est un économiste, c'est un mathématicien. On verra dans l'application, dans la présentation de l'exercice, on va présenter la méthode qui nous permet de calculer le niveau optimum de consommation. Si le consommateur choisit deux biens, donc on sera dans un plan à deux biens, il va choisir des deux quantités des deux biens, et là, on va définir quelles sont les quantités qui maximisent son profit sous contrainte budgétaire. Il y a un calcul mathématique à faire, très simple, une fois que vous connaissez la méthode. On fera beaucoup d'exercices là-dessus pour que ça soit clair. Dernier point, l'effet prix, l'effet revenu. Eh ben, ces deux notions expliquent si les prix augmentent ou si les prix baissent, eh ben, quel sera l'impact sur le niveau de consommation ou sur le choix du consommateur donné. Bien sûr, l'effet prix joue au sens inverse de l'effet revenu. On verra par la suite des exemples. Et à la fin, on va parler de la courbe de la demande parce que derrière les décisions prises par les agents économiques, les consommateurs, émanent leurs demandes ou les décisions mettent en évidence l'aspect demande. Donc, on va tracer la courbe de la demande des agents économiques, des ménages, la demande individuelle des ménages. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Vous êtes là? Docteur. Oui, docteur. Oui, oui, c'est clair. Ça va, vous suivez? Pour l'instant, c'est une introduction, donc il n'y a pas de choses compliquées. Les postulats, on va commencer point par point. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Alors, les postulats de rationalité. Alors, il y a deux points. La règle de non-saturation et les préférences sont révélées. Les deux points expliquent le principe de rationalité
de l'agent économique qui est consommateur ici. Donc, là, lorsque ici je parle de l'agent économique, je prends le cas du consommateur. Alors, lorsque le consommateur rationnel accepterait toujours de consommer une quantité supplémentaire d'un bien, d'un panier de biens. En fait, ici, selon le principe de rationalité, il y a la règle de non-saturation. Ça veut dire qu'il n'est jamais saturé. Ça veut dire quoi? Il cherche toujours à avoir plus, plus, plus. C'est ça l'idée. Il cherche à consommer davantage. Ça, c'est le principe. Mais certainement, il y a un niveau au-delà duquel la satisfaction va chuter, donc va baisser. Ça, c'est le principe de non-saturation. Deuxième règle, les préférences sont révélées. Alors, ça veut dire les préférences sont complètes, réflexives et transitives. Les trois mots-clés sont très importants parce qu'après, il y a des QCM. Il faut faire attention au sens. Je ne cherche pas à vous demander à apprendre par cœur. On essaie de comprendre de manière scientifique le cours. Donc, réflexive, qu'est-ce que ça veut dire? Préférence complète. Si A est préféré à B, soit A est préféré à B, soit B est préféré à A. Soit il n'y a aucune préférence. Ces propositions sont exclusives. Ça veut dire quoi exactement? Alors ici, dans le cas du consommateur, quand on va faire un exemple, on va voir qu'on va toujours prendre un exemple que le consommateur, quel qu'il soit, peut consommer deux biens. Alors pourquoi seulement deux biens? Parce que tout simplement pour pouvoir tracer le graphique, la courbe d'indifférence, dans un plan à deux axes. Puisqu'on a seulement deux axes, on doit se limiter à expliquer le cours au niveau de deux biens seulement. Donc, si on a le bien A ou le bien B, si A est préféré à B, soit on a, alors, si nous sommes en présence de deux biens A et B, donc soit le consommateur va préférer A à B, soit il va préférer B à A. Donc voilà l'idée de préférence complète. Les préférences réflexives, un panier est toujours au moins équivalent à lui-même. Les préférences, yani A est préféré à A, donc c'est ça l'idée en fait. Les préférences transitives, si A est préféré à B, B est préféré à C, automatiquement A est préféré à C. Donc, est-ce que c'est clair ces trois? Oui, OK. Alors, si le consommateur consomme une certaine quantité de bien A, il a une satisfaction. Mais ici, on va parler d'utilité. C'est-à-dire, on va essayer de comprendre quelle est l'utilité, combien elle est l'utilité qui résulte de la consommation. Derrière l'idée utilité, satisfaction. Comment on calcule ça? Comment on aborde l'utilité? Il y a deux approches, approche cardinale ou approche ordinale. Alors, quand on évalue l'utilité, on parle de l'approche cardinale. Et ici, l'approche cardinale, c'est l'approche par préférence. Si A est préféré à B, ça veut dire l'utilité de A est plus élevée que l'utilité de B. Donc, ici, le consommateur va choisir A. Je prends un exemple. Vous avez deux choix, soit acheter une voiture, soit un moto, je ne sais pas, un vélo. Mais vous avez des déplacements tous les jours pour aller au travail. Ben, certains, par exemple, ils vont me dire, ben, moi, je choisis la voiture et non pas le vélo. OK. Pourquoi? Vous le dites pourquoi? Vous le dites parce que l'utilité du vélo ou la voiture est plus utile. Donc, elle a une utilité qui dépasse celle du vélo dans le cadre de ma vie parce que je me déplace tous les jours. Je ne peux pas prendre le vélo quand il pleut, par exemple.
Vous comprenez? Alors, ça, c'est une approche. Le deuxième approche, ou la deuxième manière, c'est l'utilité ordinale. Et ici, on va... Non, ici, c'est la préférence. Le cardinal, on va mettre des nombres, quantités. Par exemple, si j'achète la voiture, j'ai une utilité qui vaut égale 5. Si je prends le vélo, égale 1. Donc, c'est une approche abstraite. يعني نظري مش انه fiable. بعدين on a passé à l'approche ordinale, c'est l'approche qui se base sur les préférences. Donc, à notre niveau ici, on ne va pas trop détailler ces deux concepts, présenter les théories et tout ça. Juste, je vous présente les deux idées simples. C'est l'évaluation, soit on a l'approche cardinale, soit on a l'approche ordinale, tout simplement. Ordinale, ça veut dire je classe les choix par ordre de préférence. Cardinal selon le nombre plus élevé. Voilà. C'est clair? Ceci m'amène au deuxième point qui est l'utilité des biens et services. Alors, j'ai parlé de je consomme un bien A. De la consommation de la quantité de bien A résulte une utilité, une satisfaction, une utilité. Alors, comment je définis cette utilité? Comment évolue cette utilité? Eh bien, l'utilité d'un bien ou d'un service est la capacité que possède ce bien ou ce service à satisfaire un besoin. Ici, je définis le sens même de l'utilité. Si le bien satisfait mon ou mes besoins, eh bien, on dit que le bien ou le service est utile. OK? Donc, l'utilité dépend de la satisfaction. C'est clair? Est-ce que vous comprenez ou non? Oui. Alors, automatiquement, plus vous consommez au niveau quantité, plus l'utilité augmente. On verra tout à l'heure cette notion. Pour l'instant, on se limite au niveau de la définition. Maintenant, mathématiquement, comment je définis l'utilité? Donc, je vais me baser sur la fonction, ce que vous avez fait au niveau bac 2, hein, les études, les fonctions. C'est une fonction à deux variables. Pourquoi deux variables? Parce qu'on consomme deux biens, donc on a deux quantités. Voilà, j'ai répondu à quelqu'un qui n'arrête pas de m'appeler. Je m'excuse. Donc, l'utilité totale U, grand U, c'est l'utilité, T, c'est total. Pourquoi je parle de total? Parce qu'on va consommer deux biens. Donc, on va consommer une quantité du bien A et une quantité du bien B. Si vous consommez la quantité de bien A, vous avez une utilité A. Si vous consommez la quantité B, vous avez une utilité B. Donc, UA plus UB, c'est UT. عشان هيك عم نحكي l'utilité totale qui doit être égale à l'utilité du bien 1, اللي هو A par exemple, plus l'utilité de bien 2, اللي هو B. Donc, on va imaginer une fonction à plusieurs variables, mais ici, on se limite à deux. Donc, notre fonction d'utilité sera une fonction qui dépend de deux facteurs, plus peut-être les prix et le revenu, c'est autre chose. Mais au niveau quantité, au niveau bien de consommation, on se limite à deux biens, donc à deux quantités. Il reste 10 minutes. إذا انقطع برجع ببعث لكم راح يكون نفس اللينك. OK? Des définitions. Donc, mathématiquement, vous avez UT, c'est une fonction qui dépend de x1, x2, x3 jusqu'à xn. Ça veut dire on a n biens et on a n quantité de n biens.
Alors, X1, c'est la quantité du bien 1. X2 est la quantité du bien 2, ainsi de suite. Xn, c'est la quantité du bien n. Donc, ici, X1, X2, X3, ce sont les quantités de consommation possibles. Bien sûr, X1, X2, X3, ما بيكونوا négatifs, soit 0, soit positif, jamais négatif. C'est clair لحد هون؟ Alors, je Oui. vous invite à réfléchir. Je pense que la plupart, vous avez des esprits scientifiques. Je vous invite à réfléchir comment on passe progressivement de la théorie à l'utilisation des mathématiques. Comment on représente cette équation. Et ça, c'est important parce qu'en économie, on utilise beaucoup les mathématiques, beaucoup de choses en maths. Et c'est important de passer de la théorie à l'utilisation des maths, comment on représente les idées par des équations et tout ça. Donc ici, on a essayé de représenter l'utilité totale qui résulte de la consommation de deux biens par une fonction à deux variables ici. Si je me limite à deux biens seulement comme facteur qui explique l'utilité. Maintenant, si je parle de l'utilité totale, ben évidemment, je dois aussi évoquer ou poser la question, est-ce que l'utilité totale augmente ou baisse avec le temps? Si par exemple j'achète une voiture, je suis content, j'ai une utilité. Si j'achète la deuxième voiture, ben, peut-être je serai aussi content. La troisième voiture, ben, après, la facture assurance va être très élevée. Donc, l'utilité va baisser, puisque si je n'ai pas besoin de cette troisième voiture, à quoi ça sert? Donc, il y a un هالشيء, ceci m'amène à expliquer l'utilité marginale. Donc, من هلا ننتفع على كلمة marginal لأنه في كثير تلاميذ بصيروا يلخبطوا بالسens وبالأخص les étudiants qui ont un peu de difficultés au niveau français. Je pense que ce n'est pas le cas des étudiants au CNAM. Vous avez des bons niveaux en français d'après mon expérience. L'utilité marginale, derrière le mot marginal, c'est la variation. Ou lorsque je dis variation, ça peut être une augmentation et ça peut être une diminution pour l'instant. Alors, comment je définis l'utilité marginale? L'utilité marginale est l'utilité retirée de la consommation d'une unité supplémentaire de bien ou d'un service X. Yani, si j'augmente la quantité X d'une unité, l'utilité va augmenter de, par exemple, UT1 à UT2. Si vous faites la différence UT2 moins UT1 sur, en fait, la différence, c'est la variation de l'utilité. L'utilité marginale. Donc, c'est la variation de l'utilité qui résulte de l'augmentation des quantités de consommation du bien en question d'une seule unité. Mathématiquement, on fait recours à la notion dérivée. Donc ici, puisqu'on parle de la variation, on est automatiquement obligé d'emprunter le raisonnement dérivé. Donc, UM, utilité, U, utilité M marginale, X du bien X, égale la dérivée première de l'utilité totale par rapport à X. Alors, إذا كنا عم نحكي par rapport à X1, on peut parler par rapport à X2. La fonction dépend de deux variables. OK? Fonction ici de consommation, l'utilité est une fonction à deux variables et non pas à une seule variable. Donc ici, je parle de manière générale parce que je suis en train de définir la notion de l'utilité marginale. Donc, on retient bien la définition, on retient bien cette équation, la définition de dérivée, parce que elle est très importante. Donc, l'utilité marginale ici mesure combien l'utilité augmente si j'augmente la quantité de consommation d'une unité. C'est clair? Voilà un exemple. Il nous reste 5 minutes. Alors, vous avez l'exemple. Alors, Q, c'est la quantité. Vous avez, dans le cas d'un bien, 1, une unité, 4, 9,
16. Ici, le consommateur augmente ses quantités de consommation. Oh, bien sûr, ce sont des chiffres fictifs. S'il augmente, s'il consomme une unité, 1 kilo par exemple, de n'importe quel bien, il a une utilité totale de 10. S'il consomme 4, l'utilité va augmenter jusqu'à 20. S'il passe à 9, 30. S'il passe à 16, c'est 40. Ben ici, l'utilité marginale par rapport à avant, c'est 1,58, 1,12, ainsi de suite. Parce que si vous mettez 20 moins 10 sur 4 moins 3, vous allez avoir 1,12. On fera un exercice là-dessus sur les calculs. On laisse maintenant le côté calcul, on essaie de comprendre. Donc ici qu'est-ce qu'on constate? Que plus les quantités augmentent, de 1 à 4 à 9, plus l'utilité totale augmente. Donc ici, l'utilité totale est une fonction croissante des quantités consommées. Plus la quantité augmente, plus UT augmente. Par contre, l'utilité marginale, elle diminue progressivement jusqu'à devenir zéro à pression négative. Telle qu'on la courbe sur inversée. Donc ici, l'utilité marginale 1,58. Si j'augmente mes quantités de consommation à 4, l'utilité totale augmente, mais l'utilité marginale va diminuer progressivement. Je prends un exemple. Vous êtes dans un désert, vous avez soif. D'un seul coup, vous trouvez un lac. Vous avez tellement soif, vous commencez à boire de l'eau. Alors, vous prenez la première bouteille, la deuxième, la troisième. À la fin, بصير بتقولوا ما عادش بدنا مي شبعنا. بصير اليوتيليتي للمي ما عادش لها معنى المي. بدوش تقربوا عليها يعني bref هون او بالبدايه vous consommez une bouteille c'est bien, vous consommez 4 c'est bien, 9 c'est bien, 16 c'est bien, بس يمكن 17 بتصير تنزل تروح على النيجاتيف à un moment donné. Donc graphiquement, si vous tracez, on a l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Ici, il y a deux axes des ordonnées en même temps, hein. Vous tracez par exemple la courbe noire là, pas la courbe pointillée, je parle de la courbe. Eh ben, vous avez pour une quantité 1, vous avez UT égale 10, ainsi de suite. Non, c'est pointillé, pardon. Aïda le pointillé, eh ben, vous avez cette droite, vous voyez. Et il y a aussi la courbe de l'utilité marginale. Donc, enfin, l'utilité totale, c'est la courbe noire. L'utilité marginale, c'est pointillé. Voilà. Donc ici, le consommateur rationnel, on considère qu'il est toujours rationnel dans notre raisonnement en microéconomie, maximise son utilité sous contrainte budgétaire de prix lorsqu'il satisfait la règle de non-saturation et des utilités marginales pondérées. Je vais mettre utilité marginale pondérée lorsque vous divisez UMX à la PX égale UMY à la PY, ainsi de suite, jusqu'à UMN à la PN. Alors, si vous calculez le Lagrangien, et on va le faire, on va poser une fonction de consommation utilité sous contrainte, et à la fin, on arrive à cette égalité UM à la PX égale UM sur PY. راح تنقطع راح وقف وارجع فوت على السيانس. اوكي يلا